Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous dans cette nouvelle édition, en cette soirée du lundi 14 août 2023. À la une de l'actualité de ce jour, Romy Adjianarsou, directrice de cabinet de la présidence de la République, vient d'être relevée de ses fonctions selon un communiqué de la présidence de la République cet après-midi. Pour rappel, Romy Adjianarsou fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire diligentée par les autorités britannique dans le cadre d'une affaire de corruption. Et selon les informations, la directrice de cabinet a pris ses droits de congé du 9 août jusqu'au 22 août 2023. De ce fait, les autorités malagasy ignorent les raisons de son déplacement au Royaume-Uni. Plus de détails. La présidence de la République de Madagascar a pris connaissance de l'affaire dont fait l'objet la directrice de cabinet. Une procédure d'enquête est diligentée à son endroit par les autorités britanniques dans le but d'établir la véracité des faits qui lui sont reprochés. Il est à noter que Mme Romy Adjianarsou a officiellement pris ses droits de congé du mercredi 9 août 2023 jusqu'au 22 août 2023. Ainsi, les autorités malagasy ignorent les raisons de son déplacement au Royaume-Uni. La présidence de la République de Madagascar rappelle que toute personne au service de l'institution s'engage à respecter en premier lieu les valeurs de la République. En effet, à travers les réformes menées dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance à Madagascar, le président de la République reste fermement attaché à la notion d'éthique dans la conduite des affaires de l'État et à lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Au vu de la situation, Romy Adjianarsou est relevée de ses fonctions avec effet immédiat. Les autorités malagasy suivront avec la plus grande attention les avancées de cette enquête. En vertu des dispositions relatives aux relations bilatérales entre Madagascar et le Royaume-Uni, nous sommes convaincus qu'une franche collaboration permettra de mettre la lumière sur cette affaire et faire prévaloir la vérité. Le président de la République malagasy n'est pas responsable des bavures et des agissements illégaux de ses collaborateurs, selon le gouverneur de la région Analamang, face à l'arrestation de la directrice de cabinet de la République accusée de faits de corruption à Londres. Elle n'était pas en mission, mais était en vacances, selon les explications. Dans la foulée, le gouverneur de la région Analamang s'est exprimé également sur la préparation des élections, mais aussi sur les JOI durant une conférence de presse aujourd'hui à son bureau à Mouida. C'est à travers les réalisations d'aujourd'hui que la population jugera les dirigeants actuels. Ce sera la preuve pour convaincre la population de poursuivre les actions déjà entreprises pour le développement du pays, a souligné le gouverneur de la région Analamang aujourd'hui face aux questions des journalistes sur la préparation des élections. Le président Adjianarsou se focalise encore sur les travaux à réaliser actuellement et n'est pas encore en campagne. Bon nombre de réalisations sont déjà vues à travers le pays et elles prouvent que l'État actuel ne ménage pas ses efforts pour le développement du pays. C'est la peur de ne pas pouvoir rivaliser avec le président actuel qui pousse certains politiciens à chercher tous les moyens pour empêcher le président Adjianarsou de se présenter, notamment la question de la nationalité du président, affirme le numéro 1 de la région Analamang. Face à l'arrestation de la directrice de cabinet de la présidence de la République à Londres, du fait d'un délit de corruption qui fait polémique actuellement, Eraso Marmak affirme que le président de la République n'est pas responsable des bavures et des agissements de ses collaborateurs. Le président Adjianarsou ne peut pas non plus nommer tous les membres de son parti politique comme hauts responsables de l'État, car les affaires du pays requièrent une ouverture. Ce dernier précise que cette responsable est à Londres pour des vacances et non pour effectuer une quelconque mission. Concernant les Jeux des îles, Eraso Marmak appelle à la solidarité de tout un chacun pour le pays. Pour la région Analamang en particulier, elle poursuit ses travaux d'assainissement et de réhabilitation des routes dans ce cadre. Les Jeux des îles ne devraient pas être mélangés à la politique. Chaque Malagasy devrait faire preuve de patriotisme, selon toujours le gouverneur de la région Analamang aujourd'hui. À la veille des élections, une association implantée à Fort-Dauphin a annoncé sa participation à la coordination et l'observation des élections, et cela avant, pendant et après les élections. Elle travaille en étroite collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. Une partie de l'équipe est déjà dans les localités ciblées par ce projet. Les détails avec Mirvletsferen. Le centre de coordination et d'observation des élections 6 à Fort-Dauphin a été présenté officiellement vendredi dernier. Le centre est géré par l'association Tamampirimpi et elle a été créée en 2016 à Tirabé et œuvre dans 18 régions de Madagascar.
En cette veille des élections, cette association participe activement dans la coordination et l'observation électorale. Elle est financée par l'Organisation internationale de la francophonie. Elle travaille dans 1180 bureaux de vote, dans 240 communes, avec 44 districts et dans 11 régions. Elle collabore également avec plusieurs associations, comme OBS Mada, ou des associations de jeunes, de femmes et de personnes handicapées. D'après Razana Malala Marie Pierrette, présidente de l'association Tamampirampi, l'association est déjà à pied d'œuvre et une partie de l'équipe est déjà sur le terrain actuellement. En tourisme, le nombre de touristes venus à Madagascar a augmenté jusqu'à 200% au cours des 7 premiers mois de cette année par rapport à la même période l'année dernière, selon les statistiques publiées par le ministère du Tourisme. Comme nous entrons actuellement dans la saison haute, il devrait y avoir davantage de touristes débarquant à Madagascar. Ainsi, il est estimé que ce chiffre augmentera encore. Les détails avec Fanjessene Mireille. Au total, 111 105 touristes sont venus visiter Madagascar depuis le début du mois de janvier jusqu'à fin juillet 2023. Ce chiffre qui a beaucoup augmenté, jusqu'à 281%, comparé aux 7 premiers mois de l'année 2022, qui était de 39 516. Selon les statistiques publiées par le ministère du Tourisme, le mois de juillet a vu le plus grand nombre de touristes arriver à Madagascar, atteignant 25 353. Ainsi, l'on peut dire que l'objectif fixé par le ministère du Tourisme d'atteindre le même nombre de touristes à Madagascar qu'en 2019 est presque atteint. En effet, en 2019, un total de 143 451 touristes sont venus dans le pays de janvier à juillet. Nous entrons également dans la haute saison actuellement et on s'attend donc à ce que ce chiffre continue d'augmenter, ce qui prouve que le secteur du tourisme se relève progressivement. Ensuite, la foire régionale d'Alochamangour s'est tenue du 10 au 13 août dernier dans la capitale de cette région. C'était une occasion pour les 5 districts qui composent cette région de montrer leurs produits distinctifs. Une opportunité également pour les agriculteurs de vendre leurs produits et d'acheter ce dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne. Viva Ambatchesak. La foire régionale qui s'est tenue dans la capitale de la région Alochamangour du 10 au 13 août dernier a été une occasion pour les opérateurs, les agriculteurs et la population en général d'échanger et de mieux se connaître. En effet, durant cette foire, les 5 districts qui composent cette région ont exposé leurs produits spécifiques. C'était aussi une occasion pour les agriculteurs de vendre leurs produits et d'acheter les produits dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne. Pour la direction régionale, cette foire a été l'occasion de faire le bilan sur les travaux effectués ainsi que le travail qui reste à réaliser dans la région. Et c'est l'occasion d'informer le public que de nombreux aménagements sont réalisés par le gouvernement dans chaque district, dans la RN44 qui porte le nom de la foire cette année 2023. Les entrepreneurs et les entreprises ont également exposé leurs produits dans de nombreux stands, y compris l'entreprise publique Fanalamang, qui a grandement contribué à la réalisation de cette foire régionale à Alochamangour. Dans un autre sujet, Madagascar avance actuellement dans le processus de protection de l'environnement et du développement durable. En effet, la première maison de diplomatie verte sera implantée dans le pays. Grâce à cette dernière, les travaux qui visent la protection de l'environnement, la protection du milieu naturel et notamment le contrôle de tous les investissements dans le secteur de l'environnement seront renforcés. La construction d'infrastructures s'inscrit également dans la mise en œuvre des visions des accords internationaux signés par Madagascar, a déclaré aujourd'hui la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Les détails avec Angela Martina, c'est Sylvain sur les images de Sech. Angela. La première maison de diplomatie verte à Madagascar sera construite à Panjinumbi, un projet destiné à favoriser la promotion du développement durable. Et c'est dans ce bâtiment que l'application de toutes les stratégies et accords internationaux que Madagascar a signés en matière de protection de l'environnement seront contrôlés selon les informations. La construction de cette maison diplomatie verte entre dans le cadre du programme RINJ, une coopération de Madagascar avec l'Union européenne qui finance ce projet. La pose de première pierre de cette maison de diplomatie verte a eu lieu ce jour et il est estimé que les travaux s'achèveront dans 5 mois, selon toujours les explications.
La coopération du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle avec les entreprises privées se poursuit pour le renforcement des compétences de la jeunesse malagasy. Environ 300 jeunes de la région d'Anos ont bénéficié d'une formation dans 9 métiers comme la maçonnerie, la peinture, la conduite d'engins de manutention, le mécanique industriel et bien d'autres. Cette coopération s'inscrit dans la vision du gouvernement en matière de promotion de ces jeunes ainsi que pour leur formation technique et professionnelle. Fajissena Mireille. Les métiers de maçon, peintre, conducteur d'engins de manutention, conducteur d'engins de travaux publics, soudeur, plombier, mécanicien industriel, échafaudeur et électricien industriel constituent la colonne vertébrale de nombreux projets d'infrastructure et d'industrie à travers le pays. Ces métiers, souvent sous-estimés, jouent un rôle fondamental dans la construction et le maintien de l'infrastructure nationale. Ils sont essentiels à la transformation économique de Madagascar en offrant des opportunités d'emploi qualifiées et en répondant aux besoins croissants du marché du travail. Dont nous allons sanctionner une des étapes donc aujourd'hui. Donc ce projet consiste à constituer un vivier de compétences locales sur des spécialités techniques et des métiers porteurs d'emploi. Cette initiative permet non seulement de former des travailleurs sur des métiers en tension au niveau national, mais aussi au niveau local, mais également de faciliter l'installation des investisseurs grâce à l'existence de ces compétences. Et vous le savez, notre pays a besoin d'investisseurs pour se développer. L'enjeu est d'intégrer les dispositifs locaux de formation professionnelle des entreprises existantes pour améliorer l'employabilité des jeunes et leur opérationnalité en milieu de travail. Le développement de référentiels pour ces métiers est une étape cruciale pour standardiser et améliorer la qualité des informations délivrées, assurant ainsi que la main-d'œuvre locale dispose des compétences nécessaires pour rivaliser sur la scène nationale et internationale. Ce projet met également en lumière l'importance d'investir dans la valorisation et la formation des compétences locales pour un développement durable et inclusif. Il ne suffit pas d'avoir de la passion, il faut aussi avoir un vrai savoir-faire pour créer ces compétences techniques. Et c'est ce que FMFP nous a donné tout au long de ce projet. Le Fonds malgache de formation professionnelle, ou FMFP, et le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle ont activement contribué à ce projet, garantissant la pertinence et la conformité de ces référentiels avec les standards et exigences nationaux et internationaux. Et des centaines de jeunes de la région de Ménabé ont également bénéficié des formations gratuites et d'événements pour promouvoir les opportunités d'emploi, de formation et de bourse lors de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse qui s'est tenue à Murundav la semaine dernière. Cette journée a été organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports qui entend continuer à accompagner la jeunesse malagasy dans l'atteinte des objectifs de développement durable en créant des emplois et en leur offrant des formations gratuites. Reportage. Les activités programmées lors de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse s'orientent notamment vers l'acquisition de connaissances techniques permettant d'intégrer les technologies et les processus écologiques dans le milieu professionnel, tout en mettant l'accent sur des compétences transversales qui guident les prises de décision respectueuses de l'environnement au quotidien. Lors de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, qui s'est tenue à Murundav du 9 au 12 août dernier, les jeunes de Murundav ont bénéficié de divers modules de formation relatifs à l'environnement dans cette localité. Ils ont été également mobilisés pour les travaux communautaires tels que la rénovation des maisons des jeunes et le nettoyage des plages. Des compétitions de sport traditionnels et des sensibilisations sur les thèmes clés de la jeunesse, ainsi qu'un dialogue intergénérationnel portant sur l'engagement civique et citoyen, l'engagement social et la prévention des tensions sociales ont également eu lieu. Par ailleurs, un Youth Corner régional a été mis en place, ainsi que la formation Life Skills Fanuij, un programme majeur du direction de la jeunesse au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports pour accompagner les jeunes malagasy dans la réalisation des objectifs de développement durable à Madagascar. L'octroi de formation des jeunes dans toute l'île se poursuit toujours pour le ministère de tutelle.
En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Niger, les auteurs du coup d'État dans le pays ont annoncé dimanche leur intention de poursuivre le président renversé, Mohamed Bazoum, pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. France 24. Il est évident que c'est un peu le chaud et le froid que souffle la junte, parce que nous avons une semaine décisive. Vous savez que les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO devraient se réunir. L'éventuelle intervention militaire se met en place et la junte se dit mais non, il faut que nous affichions aussi notre détermination. Donc le gouvernement nigérien estime avoir réuni les preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Alors visiblement, vous savez que le président déchu a son téléphone, le téléphone aurait été mis sous écoute et ils auraient révélé les choses. D'autre part, la junte estime que les sanctions illégales, les sanctions décrétées par la CEDEAO sont illégales, inhumaines et humiliantes. Et qu'il faut que les populations nigériennes souffrent. Donc, d'autre côté, on mobilise les populations pour soutenir la junte. Donc, on souffle le chaud et le froid, mais on durcit la position au moment où on rentre dans une semaine peut-être décisive pour le Niger. Ensuite, à 6 jours du vote à la présidentielle en Équateur, le parti centriste du candidat Fernando Villavicencio a assassiné. La semaine dernière s'est trouvé un remplaçant, le journaliste Christian Zurita, pour mener la bataille dans une élection marquée par la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue. Le point avec France 24. Nouveau rebondissement dans la campagne présidentielle en Équateur. Après l'assassinat du candidat centriste Fernando Villavicencio, son parti avait désigné samedi sa colistière Andrea González comme candidate, avant de changer de position 24 heures après. C'est finalement un journaliste proche de Villavicencio qui a été choisi. Le candidat que nous avons choisi avec le parti est Christian Zurita, frère de lutte de Fernando Villavicencio. Il m'accompagnera pour ne pas laisser les délais de la commission électorale briser le rêve non seulement de Fernando, mais aussi de tous ceux qui croient en lui. Le parti craignait de voir la candidature de la colistière de Villavicencio retoquée pour des raisons réglementaires. En l'absence de réponse rapide du Conseil et à une semaine du scrutin, il a donc tranché. Je ne pouvais laisser prendre le risque de voir son projet politique perdu devant le Conseil national électoral à cause d'un éventuel rejet de la candidature d'Andrea González. Le projet de Fernando Villavicencio reste intact. Tout comme Fernando Villavicencio, Christian Zurita vient du journalisme d'investigation. Il est spécialisé dans les enquêtes sur la corruption. Les deux hommes ont travaillé pendant 15 ans ensemble. Après l'assassinat du candidat à la fin d'un meeting mercredi dernier, 6 Colombiens liés au crime organisé ont été arrêtés. Samedi, les autorités ont aussi transféré un des plus grands chefs de gang du pays, Adolfo Macias, vers une prison de haute sécurité. La veuve de Fernando Villavicencio a, elle, donné une conférence de presse. Elle pointe du doigt le manque de protection des autorités envers son mari. Direction Hawaï, alors que le bilan des incendies meurtriers dans le pays continue d'augmenter, de nombreux sinistrés ne reçoivent toujours pas l'aide dont ils ont besoin et la route vers la ville de Lahaina étant fermée, des bateaux appartenant à des particuliers sont utilisés pour acheminer nourriture et médicaments. France 24. Dimanche matin, à Kihei. Il faut emballer par priorité et faire des amasses séparées. On veut d'abord le matériel de premier secours. Depuis 5 jours, des dizaines d'habitants se présentent dans ce petit port pour empaqueter les dons reçus et les envoyer aux victimes des incendies. On accepte toujours les dons, mais on a des priorités. Huile de cuisson, produits d'hygiène féminine, matériel de camping et surtout des grandes tentes. Et dès qu'un bateau accoste, c'est une véritable machine qui se met en marche. Oui, on prend l'eau. De nombreux sinistrés sont toujours au nord de Lahaina. Les besoins sont importants. Ils n'arrêtent pas de fermer la route et on reçoit plein d'appels de gens là-bas. Ils ont besoin d'huile de cuisson, de couches pour bébé. Donc on y va, on y va. Il n'y a pas de temps à perdre. Les vents violents et les vagues pourraient empêcher la livraison. De nombreux bateaux ont également été refoulés par les gardes-côtes qui bloquent l'accès à la zone.
Charlotte fait partie des bénévoles. C'est son premier jour de repos cette semaine, mais elle a tenu à participer. Ils ont vraiment tout perdu, leur maison, leur travail, leur boulot. Et ici, on est loin de tout, donc les gens, on est vraiment une famille, on est une communauté. Si quelqu'un souffre, tout le monde souffre. Et puis, c'est le silence lorsque nous passons à proximité des ruines de la Haina. J'essaie de me repérer, mais j'y arrive même pas. Il y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quelques kilomètres plus au nord, des jet skis s'approchent du bateau. Ici, l'eau est peu profonde et les coraux pourraient provoquer des dégâts. Reste entre les deux. L'arrivée se fait sans encombre et en quelques secondes, les bénévoles et les habitants sautent dans l'eau. Des dizaines de sacs sont acheminés vers la plage. Ils seront rapidement triés et distribués aux personnes dans le besoin. L'opération n'aura duré que 5 minutes. Le bateau est à peine parti que l'équipe planifie déjà la livraison du lendemain. Ils promettent de continuer de transporter cette aide précieuse aussi longtemps que nécessaire. C'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.